Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1 ce dimanche 20 août. Le Centre d'urgence sanitaire de Côte d'Ivoire lutte contre la dengue, une lutte qui produit des résultats puisque le nombre de cas diminue chaque semaine et les malades détectés bénéficient du traitement adéquat. Le dossier de ce soir nous transporte au cœur de la radio-télévision nationale chinoise, un média fortement soutenu par le gouvernement chinois qui est aujourd'hui un instrument de défense et d'illustration de la Chine. Le Premier ministre irakien a annoncé le début de la bataille pour reprendre à l'organisation État islamique son dernier bastion dans la ville de Tal Afar, à 70 km à l'ouest de Mossoul, la deuxième ville d'Irak. Bienvenue dans le 20h. Lutte contre la dengue. Depuis la découverte des premiers cas en avril dernier, la Côte d'Ivoire prend des mesures vigoureuses de prévention et de lutte contre la transmission du virus. Une campagne de démoustication est en cours. Le centre d'urgence sanitaire est totalement fonctionnel. Chantal Akandan. C'est à partir de ce centre des opérations d'urgence de santé publique que les équipes d'intervention rapide de l'Institut national de l'hygiène publique, INHP, ont mené l'opération de riposte contre la maladie de la dengue. Les populations peuvent être rassurées quant à la dengue puisque nous avons déroulé toutes les stratégies nécessaires. Nous avons commencé à prendre en charge les malades, nous avons informé, sensibilisé les communautés, nous avons renforcé la surveillance pour rechercher d'autres cas et puis nous avons surtout mené la lutte antivectorielle qui consiste à tuer le moustique et à les débarrasser des gîtes qu'on appelle les gîtes larvaires, les lieux de reproduction de ces moustiques-là. Donc nous demandons aux populations d'auto-éliminer les gîtes. Depuis le 28 avril dernier, la Côte d'Ivoire enregistre des malades avérés de la dengue. 4 mois après, le gestionnaire de l'incident fait l'état des lieux. À ce jour, nous sommes en mesure de vous dire qu'il n'y a pratiquement pas de forme de décès. On est parti de 2 ou 3 cas pour avoir jusqu'à 900 cas. Maintenant, le nombre de cas hebdomadaires, c'est-à-dire par semaine, le nombre de cas baisse. Donc c'est à partir de cet instant qu'on se rend compte que l'épidémie évolue favorablement. Rappelons que la dengue, appelée aussi la grippe tropicale, est une maladie causée par la piqûre du moustique Aïdes ou moustique tigre. Il y a 2 cas de figure dans la dengue. Il y a la forme simple. C'est la personne qui va présenter des signes évocateurs de la dengue et cela ressemble un peu au palu. Fièvre, maux de tête. Donc le traitement est symptomatique. Ces cas-là n'ont pas besoin d'être hospitalisés. Ils reçoivent le traitement, ils rentrent à la maison et ils se rétablissent 1 ou 2 semaines après. Ce qui persiste, c'est surtout la fatigue. L'asthénie, elle est persistante. Ça fatigue beaucoup les malades. Maintenant, il y a les formes graves. C'est rarissime. Nous n'avons pas eu beaucoup. C'est ces personnes qu'on a été obligés d'hospitaliser. Donc, la prise en charge, elle a été faite correctement. En épidémie, la prise en charge, elle est gratuite. Ce centre des opérations d'urgence de santé publique a démontré sa capacité à répondre efficacement aux éventuelles situations d'urgence de menaces sanitaires de la Côte d'Ivoire à travers sa gestion de l'épidémie de la dengue en Côte d'Ivoire. Le premier vice-gouverneur du district d'Abidjan dresse le bilan des différentes éditions du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, et ce sur les 3 dernières années. Un extrait de son entretien avec Alvor Assa dans le magazine de ce dimanche. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent existe donc depuis 2014. Cette année, nous sommes à la 4e édition qui s'ouvre déjà demain pour se terminer le 26 du mois prochain. Cet important prix consiste pour nous à accompagner le gouvernement dans les efforts qui sont faits pour lutter contre le chômage. Il est donc question de susciter le goût de l'entrepreneuriat chez les jeunes, de les accompagner afin qu'ils puissent exprimer leur génie créateur à partir donc de la création d'activités génératrices de revenus. La mise des moyens à la disposition des lauréats respecte donc une stratégie. Pour un projet qui bénéficie de 5 millions de francs comme financement, nous allons procéder par décaissement successif, lié donc au développement du projet sur le terrain. Les pétitionnaires ouvrent des comptes dans des structures bancaires de la place où nous virons le montant donc alloué au projet. Et au fur et à mesure, comme je l'ai dit, du développement du projet sur le terrain, nous procédons au décaissement. Les innovations, c'est que pour ce qui concerne la 4e édition, on peut aller sur notre site
www.abidjan.district.ci. Là, il y a un formulaire qu'on peut télécharger qui consiste à aider les candidats dans la rédaction donc, du projet et puis un formulaire d'identifiant qu'ils peuvent remplir. Et après cela, donc, les dossiers peuvent être déposés, comme je l'ai dit, à l'immeuble Le Signal sur le boulevard de la République. Nous commençons à recevoir ces dossiers-là à partir de demain. À partir de 7h30 dans nos services, au niveau de l'immeuble Signal, nous procédons donc à la réception des dossiers jusqu'au 26. Donc nous allons du lundi 21 jusqu'au 26. Et c'est déjà demain à partir de 7h30. À Korogo, l'ONG Save the Children et l'Union européenne offrent 625 kits d'apprentissage à des jeunes et à leurs maîtres formateurs dans divers corps de métier. Un don de plus de 150 millions de francs CFA dans le cadre du projet régional d'appui aux enfants et jeunes travailleurs migrants. Djeneba Ouattara et Amadou Ouattara. Dans le souci de favoriser un apprentissage adéquat, Save the Children offre 625 kits d'apprentissage aux jeunes et aux maîtres artisans formateurs, MAF, répartis dans 13 corps de métier. La remise officielle de ces kits a eu lieu à Korogo. Nous voulons que ces jeunes-là d'abord prennent conscience de l'appui que nous sommes en train de leur apporter en suivant régulièrement les formations qui sont données par le maître artisan formateur. Vasouleman Bamba et Adèle Lacroix-Blanc sont deux jeunes en apprentissage respectivement dans le domaine de la menuiserie et de la coiffure à Korogo. Comme eux, plusieurs jeunes sont formés dans d'autres corps de métier dont la mécanique et la plomberie auprès des MAF. Formation rendue possible grâce au PRADJEM, projet régional d'appui aux enfants et jeunes travailleurs migrants de l'ONG Save the Children, financé à hauteur de 80% par l'Union européenne pour une période de 3 ans. Le projet vise à l'amélioration des conditions de vie des adolescents migrants. Les acteurs impliqués dans le PRADJEM sont reconnaissants aux donatrices. Fidéliser les enfants à l'aide de ce projet PRADJEM-là, vraiment est une œuvre salutaire. Non seulement on leur donne un savoir, mais on leur donne du matériel. Vous ne pouvez pas comprendre comment ce projet est capital dans la vie des Ivoiriens, en un mot dans la vie de l'artisanat. Présentation des résultats obtenus du projet en Côte d'Ivoire et visite de terrain dans les ateliers de formation ont été au menu de la cérémonie. En Côte d'Ivoire, les régions du Gbeke, du Hambol, du Tchologo et de la Bagoué sont concernées par ce projet qui prend fin en 2018. Deuxième session ordinaire 2017 du Conseil régional du Bélier. Le Conseil fait le bilan de 3 années de gestion. 81 projets ont été réalisés pour un montant de près de 2 milliards de francs CFA. Kader Sogodogo. Tiendiekro, département de Didiévi. La localité accueille dans le cadre des réunions tournantes la deuxième session 2017 du Conseil régional du Bélier. Une rencontre dominée par le bilan de 3 années d'exercice. Ainsi, cette partie du pays a bénéficié de nombreuses réalisations. 81 projets ont été réalisés dans 8 secteurs, notamment l'éducation, la santé et l'électrification. Les départements bénéficiaires sont Tomodi, Didiévi, Tiébissou et Djekanou. Pour le président du Conseil régional du Bélier, les efforts du président de la République pour l'émergence de la Côte d'Ivoire sont une réalité. Je voudrais lancer un appel à la population de la région du Bélier d'accompagner fortement, sincèrement le président Alassane Ouattara dans son programme de développement économique de la Côte d'Ivoire, dans son programme de construction de la paix, parce que sans la paix, on ne peut pas faire de développement. Que nous tous nous réunissons autour du président pour apporter l'amélioration du quotidien. Parce que vous savez, quand votre quotidien est bien, vous devenez joyeux, vous contribuez à la paix. D'autres projets vont bientôt voir le jour dans le Bélier. Il s'agit de la production du manioc soutenu par le district autonome d'Abidjan, la culture hors sol de tomates et la pisciculture. Des actions pour lutter contre la pauvreté. La deuxième session 2017 du Conseil régional du Bélier à Tiendiekro a pris fin avec l'inauguration de la cantine scolaire de Yobo-Belessou, un village de la sous-préfecture.
Le dossier de ce soir nous invite à découvrir la radio et la télévision nationale chinoise. Médias fortement soutenus par le gouvernement chinois, il se positionne aujourd'hui comme l'identité de la Chine nouvelle et l'instrument de défense et d'illustration de la Chine. Eugène Atoubé. Du haut de l'immeuble où ces images ont été prises, la perspective est merveilleuse. Voici Beijing qui laisse découvrir et apprécier toute sa modernité et sa fierté. On est particulièrement frappé par la maison de la télévision nationale de la République populaire de Chine, la CCTV, China Central Television, un bâtiment de 50 étages à l'architecture futuriste, dans lequel travaillent plus de 3000 employés, répartis dans tous les métiers de la télévision, et avec eux, les autres personnels qui œuvrent pour que la CCTV soit ouverte sur le monde. Tout aussi frappant, les vastes studios équipés pour les émissions spéciales, spectacles et de divertissement. Le matériel de production et de diffusion de dernière génération, dont un échantillon nous a été montré après délivrance à notre équipe de reportage d'une autorisation spéciale à visiter l'une des régies et le studio réservé exclusivement aux éditions quotidiennes du journal télévisé en français. L'Afrique Info, c'est une émission du journal consacrée totalement à l'Afrique. On veut présenter une Afrique plus dynamique, plus vivante, et puis avec les points de vue des Chinois. De temps en temps, nous avons des reportages concernant Côte d'Ivoire. Il s'agit plutôt du tourisme, de l'économie et des patrimoines naturels et culturels de Côte d'Ivoire. Donc ce sont des reportages qui nous intéressent le plus. La République populaire de Chine s'est dotée d'une télévision à la mesure de l'immensité de son territoire, mais surtout une télévision qui reflète son identité culturelle et ses valeurs. Une mission et un rôle que la CCTV joue admirablement à travers sa déclinaison en 14 supports, des supports auxquels s'ajoutent les chaînes en espagnol et en français qui traduisent l'ouverture de la Chine sur le monde et, plus politique, la défense et l'illustration d'une Chine qui affiche sa grandeur et sa ferme volonté de compter dans un monde globalisé avec la conquête de nouveaux marchés et le renforcement de ses relations d'intérêt à travers une coopération sud-sud. À notre passage à la CCTV, nous avons rencontré des journalistes africains accueillis dans la rédaction de la CCTV. Ils y sont pour 3 à 6 mois dans le cadre d'un stage d'incubation au nom de la coopération sino-africaine. Dans le futur, on a beaucoup d'espace de coopérer. Par exemple, on aura le projet d'établir un bureau ou bien une base de journalistes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et puis, par ailleurs, on peut coopérer très régulièrement entre nos deux télévisions. Par exemple, on peut échanger des informations, des ressources ou bien du personnel pour la formation, par exemple. Après la CCTV, direction la CRI, China Radio International, la radio nationale de la République populaire de Chine. Rien de comparable entre les deux immeubles du point de vue de la beauté et de l'immensité, mais Radio Chine International peut se targuer d'avoir été présente aux premières heures du combat de la révolution de la Chine. Depuis sa création en 1948, comme en témoignent les photos des grands moments du communisme chinois, fièrement exposés, depuis Mao Tse-tung jusqu'à Deng Xiaoping en passant par Xi Jinping. Hier, une des têtes fortes du Parti communiste chinois et aujourd'hui président de la République populaire de Chine. Fièrement exposé aussi de nombreuses photos retraçant l'histoire de l'évolution de Radio Chine International et du matériel d'époque. Nagra Studer, amplificateur, microphone et réglette de montage. Bref, c'est un pan important de la belle histoire de cette maison de radio où travaillent 2000 employés avec 35 représentations et bureaux dans le monde. Et un service en français pour les journaux télévisés, les magazines que la CRI permet à la postérité de découvrir. Maintenant que je suis en Chine, je constate que c'est un autre regard. C'est vraiment un pays extraordinaire. D'abord, les gens. Il y a une certaine discipline
au niveau des Chinois. Vous voyez, la ville même est grande, elle est propre et sécurisée. Partout, nous sommes ici, on peut sortir, on ne nous a jamais posé de problème lorsqu'on circule. Tout d'abord, je vais les inviter à participer aux Fréquences Afrique. Et puis, les autres émissions, par exemple, In Vivo Carnet de route, les émissions culturelles, touristiques, qui va aussi leur inviter à animer un peu l'émission pour parler leur séjour en Chine. Et troisièmement, on va essayer de leur communiquer, de négocier la façon du travail dans les émissions directes. Radio Chine International poursuit sa marche et, comme la CCTV, elle s'est donné une vocation à l'international. D'abord, le tout numérique. Ensuite, la diffusion des émissions en 65 langues et la collaboration avec les francophones, dont les Africains, stagiaires ou bénéficiaires d'un contrat d'1 à 2 ans. Nous corrigeons les dépêches des collègues chinois, nous corrigeons les émissions qu'ils font, nous les présentons aussi. Nous présentons le journal aussi en langue française et nous participons au live, c'est-à-dire une émission en direct qui se fait tous les jours pour 2 heures de temps. Avec les gros moyens que l'État chinois donne à sa radio et à sa télévision nationale pour accompagner son ouverture sur le monde, on comprend que l'Empire du Milieu veut être vu et entendu sous tous les horizons, avec un regard bien différent. Aujourd'hui, son propre regard. Voilà un dossier signé Eugène Atoubé, envoyé spécial en Chine. Ici, en Côte d'Ivoire, à Korogo, les militants du Rassemblement des Républicains de la région du Poro réaffirment leur attachement au président Alassane Ouattara. Ils se sont retrouvés pour un meeting. Il a été animé par l'ex-ministre Gaoussou Touré, envoyé du parti. Kader Sogodogo. Korogo. La place de l'indépendance en plein cœur de la ville retrouve son ambiance des joutes politiques. Les populations de la région du Poro, venues de tous les départements, militants du Rassemblement des Républicains RDR, tiennent à réaffirmer leur soutien au président de la République Alassane Ouattara. Un grand rassemblement en prélude au 3e congrès de ce parti. La mobilisation que vous avez devant vous et autour de vous est la traduction du soutien sans faille à son excellence M. Alassane Ouattara et de l'engagement plus que jamais pour le RDR avec le RDR, comme dirait l'autre, son pied mon pied. L'émissaire du RDR dans le Poro, séduit par la présence de cette marée humaine, plaide pour un parti soudé et plus que jamais déterminé à mettre toutes ses forces pour la construction d'une Côte d'Ivoire enviée de tous. Korogo hier et Korogo aujourd'hui, même les aveugles savent que ce n'est pas la même chose. Parce que Korogo est devenu petit Paris. On veut voir encore. C'est ce que vous avez demandé. Nous allons continuer le travail. Et c'est le travail qui paye. Le Poro est mobilisé pour le 3e congrès. Korogo a déjà fait près de 10 100 inscrits pour le moment. Qui dit mieux? Et la liste n'est pas encore clôturée et je pense qu'on se donne rendez-vous au Palais des Sports du Treichville. Le 3e congrès du Rassemblement des Républicains RDR est prévu pour les 9 et 10 septembre 2017 à Abidjan. Et avant ce 3e congrès du Rassemblement des Républicains RDR, des émissaires du parti sillonnent les régions du Cavali et du Tongpi. Leur mission, informer et remobiliser les militants et les militantes. FBoué. Militants du RDR, est-ce que vous êtes prêts? À Guiclo comme à tout le pleu dans le Cavali, Anne-Désirée Ouloto s'est entretenue avec les militants de base. Pour elle, le 3e congrès sera une occasion de faire le bilan de toute la vie du parti. Nous avons bataillé dur. Nous avons été dans l'opposition. Nous avons subi beaucoup. Le RDR a gravi les marches de la vie politique du pays, en grandissant de jour en jour, en avançant tout doucement. Et le RDR a fini par convaincre les Ivoiriens. Et en 2010, malgré tout ce qui a été préparé contre le RDR a accédé au pouvoir d'État avec le président Alassane Ouattara.
En marge de ces meetings de remobilisation, des engins ont été offerts aux secrétaires de section de Guiglo, Bleu-le-Quin, Toulopleu et Taï. Et le nouveau siège du parti a été inauguré à Toulopleu. Dans la région du Tonkoui, l'émissaire de la case verte, Diaby Lanciné, s'est réjoui de la mobilisation des militants et militantes. Le Tonkoui est prêt pour le 3e congrès du RDR. Certes, il reste beaucoup de choses à faire. Nous avons besoin de communiquer avec la base. Et cette communication ne s'arrêtera pas. Même après le congrès, la communication continuera. Les militants, quant à eux, tiennent à une de leurs recommandations issues des assises du pré-congrès régional. Le retour du président Alassane Ouattara à la tête du parti. D'ici là, ils promettent maintenir la flamme de la mobilisation. Nous restons au travail jusqu'aux dates butoirs du 9 et 10 septembre, jusqu'à ce que le président Alassane vienne à la tête du parti pour revigorer ce parti, pour rendre un RDR fort. Le 3e congrès du RDR se tiendra le 9 et 10 septembre prochain à Abidjan, 9 ans après le 2e congrès de 2008. Et un autre parti politique qui prépare son congrès, après le premier ordinaire en 2009, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage prépare son 2e congrès. Le parti met l'accent sur la remobilisation et l'expansion de ses bases pour son accession au pouvoir en 2020. Massokone et Gabriel Zani. Le RPP plus fort pour une Côte d'Ivoire réconciliée, prospère et démocratique, c'est le thème du 2e congrès ordinaire du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage RPP. Parti créé en 2008 par Laurent Donafologo et désormais dirigé par Ouattara Nyonzi. 8 ans après son premier congrès, le RPP se veut plus que mobilisé pour relever tous les défis à venir à court, moyen et long terme. Le RPP, Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, entend donc être présent sur l'échiquier politique national. Un parti qui va aller loin a besoin de se réimplanter, a besoin d'avoir des représentants sur l'ensemble du territoire. Nous l'avons dit autrefois, nous allons nous apprêter pour repartir au contact des militants pour que le RPP soit représenté dans toutes les localités, dans tous les hameaux. Et nous pensons que ce travail-là va se faire avant 2018-2019. Et je l'ai dit dans mon discours, et c'est le désir des militants, c'est que le RPP puisse compter parmi les grands partis de ce pays. Ces assises ont vu la participation de plusieurs partis politiques de l'opposition, dont le FPI, le MFA, le PIT et l'URD. Au sorti de ce second congrès, le RPP compte engager une réflexion profonde et fructueuse avec les différents comités de base. Réflexion qui, à terme, devrait permettre de faire l'état des lieux du parti après 9 ans d'existence et de mettre en place des stratégies adéquates pour les prochaines échéances électorales. Poursuivons avec un télégramme officiel du président ivoirien adressé à son homologue du Burkina Faso. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une vive émotion que j'ai appris la disparition de Monsieur Salif Diallo, président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, survenu le samedi 19 août 2017 à Paris. Face à ce deuil cruel qui frappe le pays et toute la classe politique burkinabé, je m'incline devant la mémoire de l'homme d'État dont le courage et la détermination ont marqué l'histoire de votre pays. En cet triste instant, je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer à votre Excellence, au gouvernement et au peuple frère burkinabé, ma profonde solidarité. Je vous prie de bien vouloir transmettre à la famille de l'illustre disparu mes sincères condoléances, très haute considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Quels sont les faits marquants de l'actualité internationale cette semaine, du drame qui a fait plus de 400 morts en Sierra Leone, aux attentats au Burkina Faso et en Espagne, le 7/7 avec Sidonie Davila. Dans la capitale sierra-léonaise, des centaines de personnes ont été ensevelies par une coulée de boue. Le glissement de terrain est survenu lundi en début de matinée après une nuit de pluie diluvienne. La Croix-Rouge évoque plus de 400 morts et environ 600 disparus. Nouveau bain de sang au Nigeria.
3 femmes kamikazes se sont fait exploser mardi dans le nord-est du pays. Au moins 28 personnes ont péri. L'attentat a également fait plus de 80 blessés. Mercredi, le chef de file de l'opposition kenyane, Raila Odinga, a annoncé son intention de saisir la Cour suprême pour contester la réélection du président Uhuru Kenyatta. Une victoire qu'il estime entachée de fraude. Attentat au camion bélier à Barcelone jeudi après-midi. Quelques heures plus tard, même scénario à Cambril, bilan des 2 attaques revendiquées par l'État islamique, 14 morts et une centaine de blessés. Vendredi, l'Assemblée constituante vénézuélienne, élue le 30 juillet dernier à la demande du président Nicolás Maduro, s'est arrogé les pouvoirs du Parlement. L'opposition majoritaire mène depuis plus de 4 mois la contestation contre le gouvernement. Les manifestations ont fait depuis le 1er avril 125 morts. Près d'1 millier de personnes ont marché en silence samedi à Ouagadougou pour dire non à la barbarie. À l'appel de la société civile, des personnalités culturelles et politiques, des hommes d'affaires et des leaders religieux, plusieurs centaines de personnes majoritairement vêtues de blanc ont effectué une procession sur près de 1,5 km sur l'avenue Kwame Nkrumah, principale artère de la capitale burkinabé et théâtre d'une récente attaque qui a fait plus de 18 morts. Ce même samedi, le Burkina Faso pleure également Salifou Diallo. Le président de l'Assemblée nationale et chef du parti au pouvoir a tiré sa révérence à Paris à 60 ans. Les forces irakiennes soutenues par la coalition internationale anti-djihadiste ont lancé tôt ce dimanche l'opération de libération de la ville de Tal Afar, l'un des derniers bastions du groupe État islamique. Tal Afar est situé à 70 km à l'ouest de Mossoul, la deuxième ville d'Irak d'où les forces gouvernementales ont chassé les djihadistes début juillet après une offensive de plusieurs mois. Et maintenant, un télégramme officiel du président Alassane Ouattara, adressé cette fois au président de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une vive émotion que j'ai appris le glissement de terrain survenu le mercredi dernier dans la localité de Tora qui a occasionné la mort de plus de 100 personnes. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien et en mon nom propre, présenter à son Excellence, au peuple congolais frère, aux familles des victimes, mes condoléances les plus attristées et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés de cette catastrophe. En vous réitérant ma sincère compassion et ma solidarité, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, chers frères, l'assurance de ma très haute fraternelle considération. Ici, sur le sol ivoirien, les contes et légendes du peuple Tagbana, mis en exergue à travers une émission radiophonique. Une production qui pérennise la culture Tagbana, peuple du centre de la Côte d'Ivoire. Hassan Khan et Kader Sogodogo. Kachula, il est 20h30. La famille Alagnan et le voisinage à l'écoute de Topé, une émission de la radio locale. Cette radio valorise les contes et légendes de la région du Hambol. Auprès des auditeurs, cette émission est le symbole de la pérennisation des us et coutumes du peuple Tagbana. Nous, nos grands-parents, on parlait des contes à nous, nos parents. Disons nos mères, nos pères. Nos pères nous ont légué ça. Donc nous, si aujourd'hui les contes subsistent toujours dans ce qui est la radio, comme l'audiovisuel, au moins on peut apprendre quelque chose à nos enfants. Au nombre de 10, les conteurs viennent des 3 départements du Hambol. Ils sont supervisés pour rester dans la thématique du jour. C'est une émission phare et l'émission Topé est devenue comme le journal télévisé de la population de Kachula. Donc à partir de 20h, on nous attend. Alors il ne faudrait pas que vraiment on sorte du cadre. La narration se fait en langue tagbana. Un choix à dessein pour le directeur qui veut toucher la population rurale. J'ai estimé qu'il fallait faire revivre ces mêmes sensations que je ressentais autrefois aux enfants qui naissent aujourd'hui et aux parents, leur donner la nostalgie du bon vieux temps. Les populations s'attachent plus à leur langue et lorsque vous faites une émission en langue, elle a plus d'audience. C'est l'exemple des contes et légendes en langue
qui fait environ les 90% de notre audimat. À 10 ans d'existence, la radio locale, la de Katiola, émet dans un rayon de 15 km. Objectif, œuvrer pour la promotion de la culture tagbana à travers sa grille de programme. Le village de Yaou, dans la circonscription de Beaunois, tous les 15 août, célèbre le développement et la cohésion sociale. Cette année, au terme de 10 jours d'échanges sur le développement, les festivités du 15 août se sont terminées par un match de football. Franck Quadio. Un trophée brandi après une rencontre de football âprement disputée, mais avant tout, un état d'esprit à préserver, celui de l'amitié couplé à la solidarité. C'est la couleur imprimée au village de Yaou, localité située à 5 km de Beaunois dans le sud Komoué, par sa jeunesse. Cette rencontre de football sanctionne 10 jours de festivités, des activités culturelles, intellectuelles et sportives pour prêcher la cohésion sociale. Nous voulons nous servir de cette fête afin de pouvoir réunir les fils et les filles du village autour d'un thème qui est la cohésion, la socle de développement et de paix. Il faut donc saluer cette initiative qui vient d'abord de la jeunesse, donc toujours organiser des situations, des cérémonies, des festivités pour pouvoir unir les personnes, la population, pour qu'on ait l'entente qu'on souhaite. Le soutien de l'autorité communale, mais surtout la caution des autorités coutumières, des cadres et des anciens. Les jeunes de Benyini ou de Koumassi, tous sont unis autour d'un idéal commun, le développement du village de Yaou. C'est très positif pour le village de Yaou que cette fête se réalise davantage. Désir de contribuer ensemble au développement du village, d'où le choix du sport, activité fédératrice pour la clôture, sous le regard de la marraine Abiba Dambélé, directrice de l'information de la RTI. La visite du foyer des jeunes à réhabiliter et autres structures culturelles ont constitué le clou final de ces festivités du 15 août à Yaou. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain, 20h.